Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints derrière vos écrans. Bienvenue dans cette webconférence organisée par le Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Et je vous invite, si vous le pouvez, à mettre votre vidéo en basse définition pour réduire l'impact environnemental de cette webconférence. Notre sujet du jour, c'est l'eau. Nous avons intitulé cette webconférence 2050, le choc hydrique, avec un point d'interrogation parce que nous allons nous interroger sur l'évolution de la ressource en eau dans le futur, mais aussi sur les tensions qui pourraient apparaître à l'avenir, à la fois sur les écosystèmes, mais aussi sur nos usages que nous faisons, nous, en tant qu'humains, de la ressource en eau. Pour débattre de cette question, pour en discuter, pour comprendre quels sont les enjeux autour de l'eau, j'ai la chance d'accueillir trois intervenants, des intervenants de qualité. D'abord, Hélène Arambourou. Hélène, bonjour, vous êtes adjointe au directeur du département environnement du Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Et vous avez piloté l'étude prospective sur l'eau dont le dernier et troisième volet a été publié la semaine dernière et que vous pouvez retrouver sur le site internet du Haut Commissariat, donc en ligne. Ensuite, j'ai l'honneur de recevoir Florence Abetz. Florence, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous êtes également professeur attaché à l'École nationale supérieure au laboratoire de géologie. Et vous êtes également présidente du conseil scientifique de l'Agence de l'eau de Seine-Normandie. Et vous avez participé également à l'étude Explore 2 qui vise à actualiser les connaissances de l'impact du changement climatique sur l'hydrologie. Et enfin, Simon Porcher. Bonjour Simon, vous êtes professeur des universités à Paris-Dauphine PSL et vous avez publié un ouvrage l'an dernier qui s'intitule La fin de l'eau, avec un point d'interrogation aussi, dans laquelle vous abordez notamment les questions de gouvernance de l'eau. Tout au long de cette webconférence, vous pouvez accéder à un chat, donc vous pouvez adresser des questions à nos intervenants et nous aurons 30 minutes à la fin de cette webconférence pour y répondre. Avant de laisser la parole aux intervenants, de quoi on parle lorsqu'on parle d'eau, lorsqu'on parle de cycle de l'eau? Il y a une notion qui est centrale, qui est la notion d'eau renouvelable. Qu'est-ce que c'est? Tous les ans, en France, en moyenne, on a 500 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sous forme de précipitation. Et parmi ces 500 milliards de mètres cubes, il y en a 60% qui sont, on dit, évapotranspirés, donc 300 milliards de mètres cubes, ce qui est en fait de l'eau captée par les végétaux et les sols et qui retourne à l'atmosphère. Et ensuite, l'autre partie, les 40%, c'est ce qu'on appelle l'eau renouvelable, donc c'est l'eau qui s'infiltre dans les nappes ou qui ruisselle pour rejoindre les cours d'eau. Et c'est cette eau qui est vitale pour les écosystèmes et qui est qu'on peut mobiliser, nous, en tant qu'humains, pour répondre à nos différents usages, aux différentes activités humaines, telles que la production d'énergie, l'industrie, l'eau que nous utilisons au robinet, qui arrive chez nous au robinet, l'agriculture, etc. Justement, pour la mobiliser, cette eau, on effectue ce qu'on appelle un prélèvement. Donc le prélèvement, c'est vraiment le volume d'eau qu'on va extraire d'une nappe ou d'un cours d'eau. Ensuite, cette eau, on l'utilise pour répondre à une activité. Et sur le volume total qu'on a extrait du prélèvement, il y a une partie qui va être rejetée au milieu, parfois pas avec la même qualité d'ailleurs, nous en parlerons. Et il y a une partie qu'on dit consommée, donc c'est vraiment la consommation d'eau, que là on ne restitue pas directement au milieu, puisque soit elle est incorporée dans des produits, soit elle est rejetée, enfin évapotranspirée, donc repart à l'atmosphère. Maintenant qu'on a introduit ces notions utiles et qu'on a bien cadré le débat, je voudrais commencer par vous poser une question à vous, Florence, parce que vous avez notamment travaillé sur l'étude Explore 2, je le disais en introduction. On vient de voir le fonctionnement du cycle de l'eau. Comment ce cycle de l'eau il va être affecté par le changement climatique? Je parlais notamment des précipitations, de l'évapotranspiration, le renouvelable, comment ces équilibres ils vont être affectés par le changement climatique, ce qu'en dit l'étude Explore 2, et surtout, peut-être vous nous direz un mot sur les incertitudes qu'il peut y avoir justement autour de ces équilibres pour l'avenir. Oui, merci Simon. Donc effectivement, les précipitations notamment vont être tout à fait impactées par le changement climatique et également l'évapotranspiration, ce qui fait que l'eau renouvelable sera très clairement impactée. Donc on a des modifications qui sont liées au climat, qui jouent à la fois sur la
dynamique, c'est-à-dire la circulation des fronts précipitants qui vont parfois être moins nombreux et malgré tout de temps en temps très intenses. Donc on va avoir à la fois une tendance à avoir peut-être moins d'épisodes de pluie, mais lors de ces épisodes aussi des épisodes assez graves comme on a pu connaître déjà cette année. Et également une évapotranspiration qui va avoir tendance à augmenter. La demande en évaporation va avoir tendance à augmenter du fait d'une température plus chaude et d'une humidité de l'air plus importante. Mais qui demanderait à l'être encore plus. Donc, on va avoir ce phénomène qui, quelque part, comme l'atmosphère a une demande en évaporation importante, eh bien, il va assécher les sols très rapidement quand il fera donc relativement chaud, et ce qui impliquera l'occurrence de sécheresses relativement longues. Donc ça, c'est quelque chose, ça ce sont les points communs de toutes les projections climatiques. Plus de sécheresse et malgré tout plus de précipitations intenses qui pourront générer des dégâts. Et ensuite, eh bien, il y a tout un tas de choses qui sont un petit peu moins certaines. La distribution annuelle des pluies, par exemple, qu'on anticipe peut-être avoir plus de pluie en hiver, mais ça, c'est peut-être quand même surtout porté par ce qu'on appelle la thermodynamique. Et il reste des années où les hivers seront secs, comme on a pu connaître notamment cette année déjà, en partie. Et puis ensuite, évidemment, des variabilités d'une année sur l'autre. Variabilité que finalement vous avez aussi intégrée dans votre rapport, puisque vous avez étudié 2 années relativement contrastées. Voilà. Très bien, merci Florence, ça permet de bien poser le cadre et de voir ce dont on parle quand on parle de cycle de l'eau et de l'impact du changement climatique. Je l'ai dit en introduction, l'eau renouvelable, elle est nécessaire aux écosystèmes. Donc on va vous présenter 2 cartes qui sont donc issues de l'étude que nous avons menée au commissariat à la stratégie et au plan. Vous voyez, la France est divisée en bassins versants, en 40 bassins versants. Et pour chaque bassin versant, on a déterminé autour de 2050, selon si le printemps et l'été étaient secs ou si le printemps et l'été étaient humides, le nombre de mois où les besoins environnementaux ne seront pas satisfaits donc, à l'avenir. Et ce, avant prise en considération de tout prélèvement humain. Donc là, on considère qu'il n'y a même pas de prélèvement humain. Donc on voit que d'une part, pour un printemps-été sec, les besoins des écosystèmes ils ne seront pas satisfaits dans l'ensemble des bassins versants, et même pendant des périodes assez longues, ça peut aller jusqu'à 8 mois. Et d'autre part, sur la carte de droite, même pour un printemps-été humide, on voit qu'il y a des territoires qui vont être en tension quand on considère les besoins environnementaux. Donc ils seront en période de stress. Donc Hélène, on le voit avant toute considération sur les prélèvements et les consommations, donc les usages humains, les besoins des écosystèmes, ils seront très difficilement satisfaits dans le futur. Donc face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Alors oui, donc on voit bien à travers ces cartes que les besoins des écosystèmes ne seront pas satisfaits au cours d'une année sèche, mais le résultat le plus surprenant en fait de notre travail, c'est que même dans le cas d'une année humide en 2050, les besoins des écosystèmes seront difficilement satisfaits, en particulier dans le sud-est et dans le sud-ouest de la France. Alors ce qu'on sait, c'est qu'un écosystème, il est plus résilient, c'est-à-dire qu'il peut faire face à un choc s'il est plus riche, plus diversifié. Et donc nous appelons à engager des actions ambitieuses de protection et de restauration des écosystèmes qui permettent d'améliorer la biodiversité, qui permettent d'augmenter les habitats et donc de rendre ces écosystèmes plus résilients en cas d'année sèche. Merci Hélène. Simon, je voudrais vous adresser une question, puisque vous avez travaillé sur les questions de gouvernance et de gestion de l'eau. Comment dans ces instances et comment dans la gestion de l'eau on prend en compte les milieux et surtout on le voit comme les besoins des écosystèmes ont de plus en plus, on va avoir de plus en plus de mal à les satisfaire. Comment on fait pour mieux prendre en compte ces besoins-là dans ces instances ? Je fais peut-être juste un petit point sur la gouvernance de l'eau. Déjà sur la gouvernance formelle de l'eau en France, on a une gouvernance par bassin hydrographique. Et ensuite, cette gouvernance par bassin hydrographique se décline par sous-bassin hydrographique à un niveau plus local. Dans la représentation de la gouvernance, on a des représentants des différents usagers,
donc de l'eau, hein, mais notamment aussi des représentants des associations environnementales ou des organisations non gouvernementales qui sont censés en fait quelque part défendre les milieux, ou en tout cas rajouter des voix au milieu. C'est important de le mentionner parce que cette gouvernance des bassins a évolué justement pour donner dans le temps un peu plus de poids aux représentants de la nature quelque part, même si c'est complètement imparfait. On a aussi un cadre juridique qui vient jouer sur cette gouvernance avec une loi de 2006 qui hiérarchise quelque part les usagers de l'eau ou les besoins pour l'eau. Et donc on met en avant l'eau pour la santé, pour la salubrité publique, pour la sécurité civile, pour l'eau domestique, donc l'eau potable. Et ensuite viennent différents usages, notamment l'eau pour les milieux, et puis ensuite tous les usages économiques, etc. Donc on a un cadre juridique, on a un cadre de gouvernance qui permet de donner une importance au milieu, mais dans les faits, évidemment, on a tendance à avantager les usagers économiques parce que, en fait, dans un usage économique, l'eau a une valeur. Quand vous payez l'eau au robinet, elle a un prix. Quand vous l'utilisez pour produire un bien agricole ou un bien industriel, on arrive à conceptualiser le fait qu'il y a une valeur et c'est beaucoup plus difficile de lui donner une valeur pour les milieux, pour les écosystèmes, alors que c'est peut-être même plus important. Et donc c'est là aussi où il y a un problème. Il y a un défaut de représentation, un défaut peut-être de hiérarchisation. Peut-être qu'il faudrait remonter dans la hiérarchie des usages l'eau pour les milieux, et puis un défaut de valorisation. Et donc dans les solutions, on le voit très simplement, il y a une solution d'améliorer la représentation dans les instances de gouvernance, la représentation des milieux. Donc là, on peut donner plus de poids aux acteurs qui représentent les milieux, ou même donner plus de poids aux citoyens usagers, qui sont aussi souvent plus sensibles en fait, que les personnes représentées dans la gouvernance de l'eau aux milieux et aux écosystèmes. Et puis sinon, il y a un changement de mode de pensée, de logique en fait derrière. Il faut vraiment donner une valeur à la nature, une valeur économique, à l'eau qui est laissée dans la nature, je veux dire, et qui n'est pas utilisée pour des usages uniquement humains. Et puis prioriser en fait dans notre mode de pensée les écosystèmes, et puis probablement aussi déciloter les politiques de l'eau, etc., pour que chaque politique publique intègre bien l'eau et l'eau pour les milieux en son sein. Merci Simon. Donc on voit effectivement qu'il y a vous l'avez dit, une tension entre la satisfaction de ces écosystèmes et la satisfaction des besoins, des demandes humaines pour les différentes activités et que la gouvernance va devoir s'adapter dans le cadre du changement climatique. Et donc justement, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant au prélèvement et aux consommations pour nos usages humains. On vous présente ici 3 cartes qui correspondent à ce qu'on appelle la situation hydrique donc en 2050. C'est-à-dire que pour un bassin versant donné, on regarde en 2050 en fonction de l'évolution de la ressource au périmètre de ce bassin versant et l'évolution des consommations, si la pression sur la ressource va s'aggraver ou non et si elle s'aggrave, sur quelle durée. Vous le voyez, on a dessiné 3 scénarios d'usage différents. On a un scénario tendanciel qui est un monde en 2050 dans lequel on n'a pas vraiment changé nos habitudes par rapport à aujourd'hui. On a un scénario politique publique dans lequel on a pris en compte l'ensemble des politiques publiques annoncées ou votées, donc par exemple décarbonation, réindustrialisation. Et enfin un scénario de rupture qui, là, met vraiment l'accent sur les mesures de sobriété. Hélène, je voudrais vous adresser du coup une question. On voit bien que l'impact de nos usages sur la ressource en eau, ils sont importants. J'ai l'impression que quand on regarde ces cartes, il va falloir repenser fondamentalement nos usages de l'eau, voire nos modes de vie. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans tous les secteurs, il va falloir faire des efforts de sobriété, c'est-à-dire réduire nos prélèvements, mais également nos consommations. Mais peut-être les effets seront beaucoup plus forts pour les secteurs qui prélèvent beaucoup, c'est-à-dire essentiellement l'énergie, qui prélève beaucoup d'eau pour le refroidissement des centrales nucléaires. Un chiffre, en 2020, à peu près la moitié de l'eau prélevée en France l'est pour refroidir les centrales nucléaires. Et il faudra faire aussi beaucoup d'efforts pour les secteurs qui consomment beaucoup. Et en France, on voit que le secteur qui consomme beaucoup, c'est l'agriculture, avec plus de 60% des consommations liées à l'irrigation agricole. Donc on voit bien que ces 2 secteurs seront très affectés par les effets du changement climatique. Et donc ça appelle à des changements drastiques dans notre façon de consommer et des changements systémiques, avec par exemple dans le scénario de rupture où nous avons simulé un changement complet de la sol agricole, c'est-à-dire des surfaces agricoles, avec une diminution en particulier de l'élevage et donc une diminution des cultures
ruptures destinées à l'alimentation des animaux, par exemple une diminution du maïs et donc de l'irrigation du maïs dans ce scénario de rupture. C'est un scénario dans lequel également on va avoir des pouvoirs publics qui vont réguler le développement des surfaces équipées en irrigation. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'actuellement, il y a une dynamique de croissance des surfaces équipées en irrigation. Pour faire face au changement climatique, comme il pleut moins, les agriculteurs s'équipent en matériel d'irrigation pour pouvoir assurer des certains rendements. Et donc, on voit bien que sans régulation de cette dynamique, ce que nous avons modélisé dans les scénarios tendanciels et politiques publiques, on va avoir une croissance très importante des consommations. C'est aussi une sobriété, comme je le disais, dans la consommation énergétique, puisque finalement, consommer de l'énergie, c'est consommer indirectement de l'eau, puisqu'il faut de l'eau pour refroidir les centrales nucléaires. Et là, par exemple, sur cette carte, il y a un exemple assez intéressant, c'est que dans le scénario politique public, vous voyez que dans la vallée du Rhône, on a une aggravation de la situation hydrique qui est bien plus importante que dans le scénario de rupture et également que dans le scénario tendanciel. Et pourquoi ? Parce que dans ce scénario, on a simulé la création de nouvelles centrales nucléaires, d'EPR. Et donc, si ces centrales nucléaires prélèvent moins d'eau, en revanche, elles ont tendance à consommer plus d'eau que les centrales nucléaires actuelles. Et donc, on voit bien qu'il y a une dégradation de la situation hydrique quand on prend en compte ces nouveaux EPR. Donc voilà, il va falloir repenser complètement nos sociétés pour pouvoir faire face en fait, aux effets du changement climatique. Merci Hélène. Simon, vous avez déjà parlé un peu de gouvernance et de la tension qu'il pouvait y avoir entre les milieux et les usages humains. Mais entre les usages humains, entre eux, on imagine que dans un contexte où la ressource va se raréfier, il pourrait y avoir des conflits d'usage. Donc comment on fait pour les gérer ? Oui, il va y avoir de plus en plus de conflits d'usage. C'est d'ailleurs ce que vous montrez bien dans le rapport. Se pose la question de ces conflits. Alors, quand même dire qu'on a une gouvernance de l'eau qui fonctionne plutôt bien. On est montré comme un exemple au niveau international, mais qu'effectivement, on n'a peut-être pas bien pris la mesure du changement climatique et on doit adapter notre gouvernance, aussi nos modes de gouvernance en fonction du réchauffement climatique. Et ça, c'est très difficile parce qu'on se met sur un horizon de 2050, ce que montrent vos cartes, alors même que les mandats politiques sont plutôt courts. Donc on est en dissociation complète en fait entre le temps long, souvent sur un certain nombre de décisions politiques, et la nécessité de bien gérer l'eau se fait dans le temps long parce qu'il faut penser effectivement aussi les infrastructures, les partages, l'évolution des usages pour faire face au manque d'eau futur. Donc il y a quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui en fait la gouvernance de l'eau, si on reste sur des tendances comme ça, comme vous le montrez, on a un risque en fait de la gérer seulement par arrêté sécheresse. Et ça c'est le grand risque de se dire bon finalement c'est assez saisonnier l'eau, tous les territoires sont pas touchés de la même manière, donc il n'y a pas de réforme globale à faire et au final on va laisser le préfet par exemple avec les comités sécheresse décider de la manière dont on va couper, répartir les différents usages selon la situation, parce que c'est assez incertain aussi sur les prévisions météorologiques. Et donc, on va rester sur une gouvernance à l'arrêté sécheresse, alors qu'il faut une gouvernance d'anticipation aujourd'hui. Il faut vraiment se projeter dans le futur. On n'a pas réussi à le faire en 2000 pour 2020, en fait. Là, il faut le faire en 2020 dans les années 2020 pour les années 2050. Se projeter dans le futur pour à la fois réformer notre gouvernance de l'eau, penser aussi aux différentes infrastructures, c'est aussi toute la gouvernance, penser à l'évolution des activités sur un territoire de manière à mettre l'eau au cœur de ces différents choix politiques. Alors ensuite, comment on fait pour arbitrer les conflits d'usage ? C'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on sait qu'il va y avoir de plus en plus de conflits d'usage et on sait aussi qu'on n'est pas très bien armé juridiquement pour faire face à ces conflits d'usage. Donc il y a cette fameuse hiérarchie dans la loi, mais on se dit en fait que peut-être que la hiérarchie devrait être adaptée à chaque territoire en fait, puisque les usages de l'eau diffèrent aussi d'un territoire à l'autre. Ce qui serait aussi l'occasion de remettre aussi les acteurs locaux et notamment les citoyens dans les décisions qu'on va prendre en termes de hiérarchie des usages au niveau local. Et puis ça veut dire aussi qu'on va créer un esprit de communauté. Ça, c'est extrêmement important. Alors, moi, j'aime beaucoup les travaux d'Elinor Ostrom, qui est la première femme à avoir eu le prix Nobel d'économie. Elle travaille sur ce qu'on appelle la tragédie des communs. Donc la tragédie des communs, c'est l'idée que certains usagers vont utiliser trop d'eau au détriment des autres, vont se l'accaparer. Et la réponse d'Ostrom, c'est de dire, pour éviter la tragédie des communs, il faut en fait créer une odyssée des communs. Il faut créer un esprit de communauté, que les différents usagers se rencontrent, qui créent eux-mêmes leurs propres institutions, leurs propres priorités aussi quelque part, pour faire les bonnes décisions et éviter plus tard les conflits d'usage.
Merci Simon. On voit qu'on va devoir changer de paradigme complètement quand on vous écoute. Florence, je l'ai dit en introduction, vous êtes présidente du conseil scientifique de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc dans les agences de l'eau, on suit ces périodes de crise de très près. Vous avez parlé Simon des arrêtés sécheresse. On voit que plus les années avancent, plus les restrictions d'usage, les arrêtés sécheresse se multiplient, ça devient presque la norme, surtout en période estivale, et on le voit très bien actuellement. Est-ce que notre système de gestion de crise, il n'est pas un peu à bout de souffle ? Oui, tout à fait. La gestion de crise, c'est la gestion de problèmes avec des dégâts économiques, sociaux. C'est pas du tout un idéal. Donc, il faut tout faire pour que, bien sûr, des crises, il va en rester dans le futur, parce que la situation moyenne se dégrade, mais il va bien sûr rester des extrêmes. Donc, il ne faut pas que la crise soit la norme. Il faut pouvoir aussi avoir une gestion de crise du futur, hein, qui seront malheureusement très importantes. Et ce que montrent également vos trois scénarios, c'est que effectivement, il n'y a guère que la rupture qui permet d'améliorer la situation. Là, on la voit pour des tensions uniquement sur l'eau, mais il faut bien se rendre compte que ce scénario, en intégrant une transformation aussi de l'alimentation, de la production agricole, il permet aussi d'aller voir une trajectoire qui est beaucoup plus compatible avec un futur moins chaud, moins d'émissions de CO2, et quelque part qui règle à la fois les tensions, mais aussi les problèmes. Donc ça, c'est vraiment très important. Et effectivement, la gestion de crise aujourd'hui, elle marche aussi parce que ça dure pas très longtemps et qu'on peut demander un effort de sobriété qui est peut-être vu comme une contrainte à tout le monde. Et ça peut marcher quand ça dure pas très longtemps. Mais la sobriété, c'est pas une contrainte. Normalement, c'est une organisation vers une société qui nous fournit ce dont on a besoin uniquement et pas forcément les choses en extra. Donc ça demande une organisation, politique, ça demande aussi de l'équité, parce qu'il faut demander à tous un effort partagé. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on en est un peu loin de cet effort-là, même si la sobriété, c'est un des grands mots du plan eau, typiquement. En pratique, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. En pratique, on voit beaucoup d'efforts d'efficacité, donc ça qui permet de réduire les consommations en eau. Ça peut être très bien, mais attention, comme l'a dit Hélène, ça peut faire appel à d'autres ressources, y compris de l'énergie, et donc l'empreinte eau de cette efficacité est parfois difficile. On fait très souvent appel à une forme de nouvelles ressources. Donc ça peut être de la substitution été-hiver, ça peut être de la substitution eau de pluie, eau de rivière. Et tout ça, c'est pas des économies. Et donc on va quand même avoir des problèmes dans une situation future. Et puis on peut avoir des solutions aussi de création d'eau, de recyclage qui sont également quelque part qui reposent beaucoup sur la technologie et donc qui sont peut-être pas extrêmement robustes dans une période future où les températures élevées et la sécheresse pourraient conduire à des pénuries d'énergie aussi. Merci Florence. Simon, Florence vient de parler d'équité. L'étude montre que tous les territoires ils ne seront pas affectés de la même manière par le changement climatique. Est-ce que ça va conduire à créer ou en tout cas à exacerber les inégalités territoriales ou la notion d'équité dont Florence vient de parler ? Très certainement. Alors, les inégalités territoriales existent déjà. Il y a des territoires plus ou moins arrosés. Certains sont déjà en voie de désertification. Il y a des nappes qui sont aussi très différentes d'un territoire à l'autre. Il y a des usages aussi très différents. Donc, il y a déjà des inégalités. Mais ce qu'on voit effectivement sur les différentes cartes, c'est que les inégalités vont être accélérées, exacerbées par le réchauffement climatique, puis aussi par l'évolution des usages. Et ça, c'est très important aussi dans vos différents scénarios. On a différents types d'usages et on voit aussi que les inégalités vont être plus ou moins fortes selon les décisions politiques qu'on prend aujourd'hui. Alors, là où il faut aussi insister, je pense, c'est sur la résilience des territoires. C'est-à-dire que des territoires qui sont très affectés par le manque d'eau peuvent être aussi très réactifs et finalement faire face au manque d'eau dans le futur. Et on voit quand même des évolutions sur tous les territoires en France. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Il faut aussi mettre en avant certaines bonnes pratiques. Mais vous étiez récemment en Adour-Garonne, par exemple. Là, il y a plein de partenariats qui sont faits avec l'INRA pour améliorer l'agriculture, pour aller sur des pratiques d'agroécologie. Sur un territoire que je connais mieux parce que j'ai étudié leur tarif de l'eau, c'est Dunkerque, où là aussi on a un territoire très particulier avec beaucoup d'industries,
une nappe qui est relativement petite pour les usages domestiques, un bord de mer. Donc là aussi, la communauté urbaine de Dunkerque, toute l'agglomération, a à la fois mis en place une tarification progressive sur l'eau potable, a réfléchi à ses usages industriels, aussi à la manière d'utiliser moins d'eau dans l'industrie tout en maintenant l'attractivité du territoire, à la qualité des eaux de baignade. Donc il y a une grosse réflexion sur les différents aspects de l'eau, ce qui montre aussi par ailleurs toute la complexité de l'eau. Mais je pense qu'il y a des bonnes pratiques, ou des pratiques tout court même, qu'il faut mettre en avant et que aussi chaque territoire puisse trouver les solutions à son problème. Mais dans le futur, peut-être que ces inégalités vont permettre certaines innovations techniques ou des innovations sociales pour aussi mieux gérer l'eau. Très bien. Florence, tout à l'heure, vous avez parlé de substitution été-hiver. Donc, c'est vrai qu'on entend que puisqu'il y a plus d'eau en hiver, on peut, dans certains territoires, il suffit de stocker l'eau en hiver pour la rendre disponible en été. Est-ce que le stockage, c'est la solution miracle ? Clairement, le stockage n'est pas une solution miracle. Comment on fait pour en être c'est aussi certain, c'est qu'à l'échelle internationale, tous les pays qui ont développé massivement les stockages ont tous finalement des problèmes de partage, des problèmes de qualité, des problèmes de quantité. Donc c'est pour ça que c'est assez certain. Donc comme on dit, moi je dis souvent, voilà, une réserve, ce n'est pas forcément un problème, mais par contre des réserves, ce n'est pas la solution. Voilà. Alors c'est un peu simple à dire, mais pourquoi dans un contexte de changement climatique, on peut être vraiment certain de ça, c'est qu'on va aller vers des sécheresses longues. Longues, ça ne veut pas dire quelques mois, ça ne veut pas dire un an, ça veut dire peut-être 2 ans, 3 ans. La théorie, en gros, le chiffre à retenir, c'est que la durée des sécheresses, elle peut augmenter, les sécheresses les plus longues, de 2 ans par demi-degré. Donc vous imaginez dans le futur à 3 degrés, donc c'est vraiment très important. Donc ça veut dire que les réserves, elles sont déjà existantes, il y en a déjà beaucoup. Il faut sans doute les utiliser mieux, puisqu'elles ont déjà, de toute façon, elles sont créées, elles ont déjà des impacts environnementaux, donc il faut peut-être mieux partager la ressource qui est déjà stockée. Donner des priorités d'usage, peut-être effectivement, et ensuite peut-être réfléchir à des endroits où il faudrait peut-être des réserves, je dirais pour des usages vraiment prioritaires, mais qui sont choisis collectivement. Et dont les modes de partage sont aussi très éclairés. Je pense que ça, c'est un phénomène très important. Donc simplement pour rappeler pourquoi il y a des problèmes avec ces stockages, clairement, il y a une espèce d'appropriation. Quand l'un stocke, l'eau n'est pas disponible pour un autre. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, il y a des dégradations de la qualité de l'eau qui est stockée, notamment en termes de température. On transforme le milieu, donc on a vu que le milieu allait souffrir beaucoup. Et nous sommes dans un milieu tempéré où on a la chance d'avoir un milieu aquatique très vivant. Je veux dire, on n'est pas dans un pays aride où il est très pauvre. Et c'est aussi une responsabilité que l'on a à préserver ce milieu en ayant des usages compatibles à la survie de cet écosystème. Et enfin, donc il y a une dégradation de la chimie de cette eau, notamment manque d'oxygène et puis potentiellement algues. Tout ça, ça crée des problèmes qui vont se propager de l'amont à l'aval. Et voilà, donc il faut que ces stockages, l'usage de cette eau stockée soit très bien partagé avec des consensus finalement sur l'ensemble de la société. Merci Florence. Hélène, je crois que vous avez évalué dans le deuxième volet l'impact des retenues de substitution sur la demande. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et peut-être rappeler ce que c'est exactement une retenue de substitution ? Alors oui, la retenue de substitution est souvent montrée en exemple comme une solution pour faire face aux effets du changement climatique. Donc la retenue de substitution, qu'on peut appeler stockage, bassine, enfin il y a plusieurs façons de la nommer. En fait, c'est une retenue qui est remplie en période hivernale et qui vient se substituer à des prélèvements qui auraient été faits en période estivale. Donc ça paraît une très bonne idée. Sauf que nous, on a regardé et qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout à l'échelle. Donc, par exemple, dans le scénario politique public, on a couvert la France de retenues de substitution avec plus de 220 millions de mètres cubes de retenues de substitution à l'horizon 2050 dans ce scénario. Et on l'a mis en regard avec l'évolution de la demande en eau pour l'agriculture. Et dans ce scénario, la demande en eau pour l'agriculture, pour l'irrigation agricole, s'élève à 7 milliards de mètres cubes. Donc, on a 220 millions de mètres cubes si les retenues sont remplies pendant l'hiver, parce qu'en cas d'un hiver sec,
sec, elles ne sont pas remplies. Donc dans le meilleur des cas, on a 220 millions de mètres cubes de substitution à mettre en regard avec une demande qui pourrait s'élever à 7 milliards de mètres cubes. Un autre petit exemple, on a fait un focus sur le bassin versant de la Charente, dont on parle beaucoup, et on a simulé un scénario sans retenue de substitution du tout, et un scénario dans lequel on a 10 millions de mètres cubes de substitution rien que dans ce bassin versant de la Charente. Et donc, ces retenues de substitution permettent de réduire le pic de demande en période estivale seulement, si je puis dire, de 7%. Donc là, on voit bien avec ces chiffres que la retenue de substitution ne pourra pas être l'unique solution si on ne change pas les surfaces agricoles. Donc, à titre d'exemple, dans le sud-ouest de la France, dans le bassin versant de l'Adour, si on continue à cultiver du maïs pour conserver les mêmes rendements avec les précipitations qu'on peut prévoir dans le futur, il faudra plus que doubler la quantité d'eau qu'on met sur le champ de maïs. Donc là, on voit bien que la retenue de substitution ne peut pas être l'unique solution et qu'elle doit s'accompagner de mesures de sobriété et de développement, par exemple, de pratiques agroécologiques qui permettent de mieux stocker l'eau dans les sols et donc de réduire la demande en eau d'irrigation. Et je crois aussi que dans le premier volet, vous aviez estimé le volume d'eau évaporé à travers les plans d'eau, donc les stockages d'eau. Donc beaucoup plus large que les simples retenues de substitution, ça comprend aussi les barrages. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente en termes de volume, cette évaporation ? Alors oui, en effet, nous avions évalué un ordre de grandeur de la consommation associée à ces stockages, donc de l'évaporation et de l'évapotranspiration associée à ces stockages. Donc il faut savoir qu'en France, en 2020, on consomme peu ou prou 4,5 milliards de mètres cubes. Et si on intégrait la consommation liée au stockage, on augmenterait cette consommation d'1 milliard de mètres cubes. Or, généralement, quand les services de statistique donnent la consommation de l'eau associée aux usages humains, ils ne prennent pas en compte les consommations associées au stockage qui donc n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. Très bien, donc on le voit, il y a quand même pas mal d'impact du stockage et ce n'est pas forcément la solution miracle pour reprendre la question que je vous avais adressée, Florence. Là, on a beaucoup parlé de quantité parce que aussi notre étude, c'est une étude qui ne porte que sur la quantité. Il y a aussi les questions de qualité. Donc pollution, température. Simon, je comprends que si en plus on prend les questions de qualité, la situation elle sera encore pire que ce qu'on montre ici. C'est sûr qu'il y a un risque supplémentaire. Dans un certain nombre de scénarios, on sait que la qualité de l'eau va potentiellement se dégrader plus vite. Je prends le scénario politique publique avec la réindustrialisation, une continuité quand même dans l'agriculture extensive. On va avoir des eaux qui vont être probablement de plus en plus polluées par des pesticides, par des nitrates et par différents polluants industriels. Juste un petit point sur le lien, notamment qualité et quantité, ou quantité et qualité, on peut le prendre dans les deux sens, mais c'est vrai que généralement, on dit avec le réchauffement climatique, il va y avoir moins d'eau, où les cours d'eau vont avoir un débit moins important, ce qui fait que la qualité se dégrade derrière aussi. Et notamment parce que l'eau en plus va être réchauffée, donc il y a plus de microbes qui vont se développer, il va y avoir des effets négatifs sur la biodiversité avec une diminution de l'oxygène de l'eau, et on va se retrouver parfois avec des cours d'eau ou des lacs qui vont être des espèces de soupes de polluants avec moins de quantité. Ça fait aussi qu'il y a plus de polluants qui se stockent ou qui se concentrent dans les cours d'eau. Mais on ne prend pas toujours le phénomène à l'inverse aussi. Quand on a une dégradation de la qualité, effectivement, ça fait aussi potentiellement moins de quantité d'eau qui est disponible, ou d'eau de bonne qualité en tout cas, et donc ça pose la question notamment de l'accès à l'eau pour les usagers domestiques, et puis aussi de la quantité d'énergie qu'on va devoir utiliser pour retraiter l'eau. Une qualité qui se dégrade, ça fait qu'un espèce de cercle vicieux où en plus derrière on va devoir réutiliser de l'eau pour utiliser un certain nombre d'infrastructures pour derrière améliorer la qualité de l'eau. C'est un point qui est rarement abordé mais qui aussi est terriblement important, il me semble. Il y a vraiment un lien entre quantité et qualité dans les deux sens, et donc dégradation de la quantité comme vous l'observez, derrière ça veut dire probablement une dégradation de la qualité. C'est extrêmement important de le prendre en compte quand on étudie les différents scénarios et les politiques publiques qu'on va mettre en place. Hélène, j'imagine que pour les milieux aussi, la question de la qualité, elle est importante. La situation pourrait donc être pire que ce que l'étude montre si on prend en compte les questions de température et de pollution. Donc comment est-ce que potentiellement la baisse de qualité va affecter les milieux ? Alors
oui, ce que disait Simon, c'est-à-dire que le réchauffement climatique va s'accompagner d'une augmentation de température de l'eau et donc d'une diminution de l'oxygène dissous nécessaire aux organismes aquatiques. Donc on peut s'attendre à des écosystèmes en situation de stress. À cela s'ajoute le fait que si on a des débits de rivières qui sont plus faibles en été, on a un effet de dilution moindre et donc des écosystèmes qui sont soumis à des concentrations plus élevées en polluants. Donc je pense par exemple aux polluants domestiques ou aux polluants agricoles qu'on retrouve en quantité dans les milieux. Et donc ça obère bien sûr le fonctionnement des écosystèmes, mais aussi nos objectifs européens d'atteinte de bon état écologique des rivières. Alors cet effet sur la qualité, donc, il sera important sur les écosystèmes, mais comme le disait Simon, ça va être aussi très important pour nos usages en tant qu'humains, parce qu'on aura moins d'eau de qualité en quantité disponible. Nous, dans notre étude, on a évalué vraiment que la quantité, mais en fait, finalement, la quantité d'eau disponible pour les usages humains pourrait être beaucoup plus faible, en particulier en matière de production d'eau potable. On a besoin d'une eau de bonne qualité, en fait. Il y a des exigences réglementaires pour pouvoir produire de l'eau potable. Donc, qui dit dégradation de la qualité de l'eau dans les milieux, dit peut-être moins d'eau potable disponible. Juste un chiffre, en 40 ans, on a déjà plus de 4000 captages d'eau potable qui ont été fermés en France du fait de la pollution par les pesticides et les nitrates. Donc là, on voit bien qu'on a une question de qualité qui vient réduire la quantité d'eau disponible pour produire de l'eau potable. Florence, notre étude là sur les tensions qui vont apparaître sur la ressource en eau, elle a essentiellement porté sur les eaux de surface, donc les eaux qu'il y a dans les cours d'eau, parce qu'aussi la connaissance sur les eaux souterraines, elle n'était pas parfaite, et faire une étude à l'échelle nationale, c'était pas évident. Vous qui connaissez très bien les questions d'eau souterraine, est-ce que finalement, pour l'avenir, on peut se dire que prélever dans les eaux souterraines plutôt que dans les eaux de surface, ça permettra de limiter un peu la pression sur la ressource ? Disons qu'on prélève déjà de façon importante dans les eaux souterraines. C'est d'ailleurs un des éléments importants quand on parle de prélèvement et de rejet. On consomme beaucoup moins que ce qu'on prélève. Évidemment, une eau qu'on a prélevée en nappe ne retourne pas à la nappe. Donc ça il faut en avoir bien conscience. Bien sûr, c'est important la consommation pure, mais les prélèvements, ils sont quand même impactants. Donc oui, on utilise déjà beaucoup l'eau de la nappe, en particulier pour l'eau potable, mais aussi pour l'industrie et l'agriculture. Et aujourd'hui, effectivement, on fait le constat d'une augmentation des pollutions des eaux souterraines qui, finalement, ce sont des pollutions qui comme l'eau dans les nappes, elle peut rester assez longtemps. Ce sont des pollutions qui vont durer longtemps. Et ça, c'est vraiment un problème que l'on a aujourd'hui. C'est que on a été incapable de gérer tous ces rejets de polluants. Et aujourd'hui encore, on a souvent levé des contrôles à ces émissions de polluants, ce qui fait qu'on peut s'inquiéter sur la qualité de ces eaux souterraines et des eaux de surface aussi. Mais je dirais qu'il y a eu un constat récemment, cet hiver, un rapport qui est sorti qui faisait le constat de l'échec de la politique publique pour la lutte contre les pesticides. Cet échec-là, il est clair. C'est une des raisons pour lesquelles on a retrouvé aussi des traces de pesticides dans l'eau potable. C'est clair, c'est inquiétant et c'est pas uniquement les pesticides malheureusement. Donc il y a vraiment un effort de politique publique aussi à contrôler les émissions de polluants, à réguler ces polluants. Parce que d'un point de vue, quand on n'a pas la chance d'avoir des grands aquifères capacitifs comme on a sur le bassin aquitain ou sur le bassin de la Seine, et pour autant, beaucoup d'eau potable viennent de ces nappes-là. Donc la dynamique de ces nappes, elle est quand même inquiétante dans un contexte de changement climatique. On a pu voir cette année que même dans le nord de la France, la capacité de ces nappes, elle s'était très vite finalement réduite et qu'il y a déjà des arrêtés sécheresse dans ces régions. D'accord. Et ensuite, peut-être un mot sur les interactions entre nappes et rivières. C'est pas forcément su, mais les deux peuvent communiquer. Oui, tout à fait. Donc, les nappes, en fait, ce qu'on appelle une source, typiquement, c'est une nappe qui déborde en surface et qui donc alimente les rivières. Et donc, les rivières, et en particulier les toutes petites rivières, les têtes de bassin, sont alimentées très généralement par les nappes. C'est pour ça aussi que c'est de l'eau de bonne qualité
et aussi de l'eau fraîche, il ne faut pas oublier. Donc le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a aussi des prélèvements qui sont mal connus, mais sans doute très importants dans les têtes de bassin, et qu'on a tendance à assécher ces têtes de bassin qui sont pour le coup des refuges de biodiversité. Donc ça, c'est une inquiétude assez forte également d'un point de vue quantitatif. Et le fait de réduire la quantité d'eau dans les nappes, effectivement, ça met en risque les soutiens, ce qu'on appelle les soutiens d'étage, c'est-à-dire que le fait que les rivières puissent s'écouler abondamment en période estivale. Merci Florence. Simon, on va peut-être sortir un peu du cadre purement national, on va dépasser un peu nos frontières. Comment est-ce que la gouvernance de l'eau, elle peut s'inscrire dans une dimension plus large, européenne, voire internationale ? L'eau ne respecte pas les frontières administratives, hein, on le voit sur vos cartes, mais c'est pareil si on prend en fait des cartes internationales, on a des bassins qui sont transfrontaliers, on a beaucoup de fleuves transfrontaliers, donc ça pose aussi des questions de gouvernance de l'eau au niveau international. Alors dans un cadre très simple qui est effectivement la gouvernance de l'eau avec ses voisins, là on voit déjà qu'il y a des tensions, hein. Il y a eu des tensions récemment sur le partage de l'eau entre les États-Unis et le Canada, entre l'Inde et le Pakistan, hein, autour du récent conflit. Et quand on regarde les deux grandes conventions sur l'eau au niveau mondial, qui sont la Convention d'Helsinki de 1992 et la Convention de New York de 1997, il y a très peu d'États signataires au niveau mondial. En fait, si on retire les pays européens, il n'y a quasiment aucun État qui veut signer ces deux conventions qui touchent au partage des eaux et à la gestion des eaux transfrontalières. Donc ça montre que les États, en fait, se donnent en fait la possibilité quelque part d'entrer en conflit autour de l'eau. Et donc ça montre aussi l'importance de la gouvernance de l'eau, au sens là de l'eau bleue, hein, de l'eau qu'on a dans les rivières ou dans les nappes. Et puis quand on prend le cycle de l'eau, c'est un bien commun global, puisque tout le monde est affecté par les changements de précipitation, par les changements d'évapotranspiration. Et l'eau qui s'évapore à un endroit va tomber sous forme de précipitation à un autre endroit. Et donc là, on voit qu'on a aussi probablement une gouvernance globale à construire. Et c'est intéressant de voir que sur les océans, à l'UNOC récemment, à Nice, on a réussi à avancer sur la signature de certains traités, mais que sur l'eau douce, en fait, on n'a pas vraiment d'évolution en termes de signature de traités qui engageraient l'ensemble des États. Et puis un petit parallèle aussi avec la situation européenne. Au niveau européen, maintenant, on a une commissaire européenne qui a l'eau dans son portefeuille, donc l'eau et l'économie circulaire, qui vient de sortir, la Commission européenne vient de sortir un plan résilience sur l'eau au niveau européen, donc qui a trois différents aspects. Donc un aspect sur la qualité de l'eau, avec notamment les polluants éternels, un aspect sur l'efficience et sur le recyclage de l'eau, donc tout ce qui est réutilisation des eaux usées traitées, diminution de la consommation d'eau au niveau de différentes activités, et puis un autre aspect sur la restauration du cycle de l'eau. Et donc ça me semble important aussi, alors même si le plan est certainement incomplet, ça me semble important en tout cas d'avoir des discussions au niveau européen, au niveau international pour améliorer la gouvernance globale de l'eau, parce que on ne parle pas seulement de la gestion de l'eau des rivières, mais aussi de la gestion du réchauffement climatique en fait quelque part, hein, donc de l'évapotranspiration, des précipitations, et donc aussi toute une politique d'amélioration des sols, de la qualité des sols, d'évitement de la déforestation au niveau européen et d'amélioration de l'agriculture et des différentes activités économiques et humaines au niveau européen, permettra aussi de stabiliser le cycle de l'eau, en tout cas de ne pas trop l'affecter. Florence, on le voit, donc l'eau c'est une question avec plein de dimensions, donc à la fois internationale jusqu'à une dimension qui peut être très locale. À l'agence de l'eau Seine-Normandie, forcément là vous voyez ça d'un point de vue plus local. J'imagine que quand même en termes de gouvernance, l'échelle nationale elle a aussi son importance et tout ne se passe pas au niveau des bassins, des grands bassins hydrographiques français. Oui, tout à fait. Je dirais même que l'échelle internationale, avec la directive cadre sur l'eau, par exemple, a été très structurante pour toute la gestion dans les agences de l'eau. Les lois, évidemment, sur l'eau et le milieu aquatique ont beaucoup joué. Et ensuite, effectivement, il y a un comité de bassin qui permet finalement de faire parler les différents acteurs du territoire et de décider de l'allocation des moyens financiers à certaines je dirais, actions qui sont bénéfiques, le plus bénéfique pour le bassin. Donc, je pense que l'échelle emboîtée est vraiment très importante. Si on gère l'eau qu'à une échelle très locale, on a vraiment le risque qu'un grand acteur économique finalement décide de la répartition des eaux en faisant, on va dire, un espèce de chantage à l'emploi. Là où, en fait, quand on a des règles qui sont non seulement émises à un autre niveau, mais qui sont également contrôlées
n'oublions pas que sans contrôle, il n'y a pas d'action. Enfin, c'est difficile de faire que la loi est respectée. Donc, il y a vraiment ce côté zoom-dézoom. On peut décider de certaines allocations, de certaines aides à des niveaux très locaux ou à des niveaux de bassin. En respectant des cadres de loi qui sont finalement édictés aussi, qui s'appliquent à tous. Je pense que cette notion d'équité, elle est vraiment très importante, même s'il peut y avoir des contrastes régionaux et locaux, il faut vraiment qu'on s'appuie sur un cadre qui puisse être considéré comme juste et équitable pour tous. Hélène, justement, en 2023, il y a un plan national qui est sorti, donc qui s'appelle le plan eau. Est-ce que ce plan, on peut considérer qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il va permettre de régler pas mal de problèmes? Et puis peut-être rebondir aussi, si vous voulez, sur le plan résilience européen dont a parlé Simon. Alors oui, en effet, d'ailleurs, notre étude fait partie des mesures du plan eau, hein, donc oui, il est utile. Il avait le mérite de mettre à l'agenda politique en fait la question de l'eau en soulignant le fait que nous devons réduire nos prélèvements. Donc il y avait un objectif qui avait été fixé, c'était de moins 10% de prélèvements entre 2019 et 2030. Donc il a eu ce mérite-là, c'est de parler de réduction des prélèvements. Sur la stratégie européenne de résilience sur l'eau qu'a évoqué Simon, alors en effet, là aussi, ça permet de mettre à l'agenda politique la question de l'eau. En revanche, on voit que les notions de sobriété ne sont pas du tout intégrées dans ce plan-là. Et on parle de 10%, mais on parle de 10%, d'amélioration de 10% de l'efficacité de l'usage de l'eau. Donc on met bien l'accent non plus sur la sobriété, mais sur l'efficacité. Et comme le disait Florence, l'efficacité, ce n'est pas une solution miracle. On a un bel exemple en Espagne, où il y a eu des subventions publiques massives pour améliorer l'efficacité de l'irrigation. Et ceci s'est traduit par ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire qu'on a eu davantage de surfaces équipées en matériel d'irrigation qui étaient plus efficients et plus efficaces. Et donc, on a eu une augmentation des consommations de l'eau. Et on a eu en plus un développement de cultures à forte valeur ajoutée, donc qui dépendait beaucoup de la quantité d'eau disponible et donc des moyens de pression et des dérogations d'irrigation des cultures qui étaient beaucoup plus importantes à la suite de ce plan de modernisation. Donc voilà, là c'est un exemple pour montrer que l'efficacité c'est important, mais l'efficacité sans sobriété, ça ne peut pas être la solution. On voit bien qu'il faut faire attention à ne pas confondre efficacité et sobriété. Alors jusqu'ici, on a quand même pas mal parlé plutôt de périodes où on va manquer d'eau. En fait, le changement climatique, il va aussi apporter des épisodes où potentiellement il y aura beaucoup d'eau. Comment on doit l'intégrer dans notre gestion de l'eau, Florence ? Oui, effectivement, on s'attend à avoir des précipitations intenses très importantes. Il n'est pas non plus impossible qu'on ait des périodes relativement consécutives et longues où il y ait beaucoup de pluie, comme on a pu connaître dans le nord de la France en 2023. Voilà. Comment on fait? Effectivement, c'est difficile de jouer sur les deux tableaux, mais clairement, il y a un élément commun très important qui a été cité, c'est le sol. Le sol a une capacité de stocker l'eau de pluie, de la laisser transiter tranquillement et de la rendre disponible à la végétation. Voilà, clairement, il faut sans doute reconquérir des meilleures occupations du sol, meilleure structuration du sol, meilleure qualité du sol. Et puis ensuite, être prudent, s'éloigner du cours d'eau des rivières, laisser la rivière pouvoir s'inonder, peut-être utiliser d'ailleurs ces bords d'eau relativement humides pour certaines pratiques qui pourraient être tout à fait économiquement rentables. Et avoir une gestion finalement de l'artificialisation qui soit prudente par rapport à ces épisodes-là. Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que tous les territoires seront affectés, tous, même ceux qui ne sont pas près des cours d'eau. On peut avoir des épisodes de pluie très intenses qui vont générer des inondations par ruissellement partout, ce qui a un risque très fort de pollution avec des usines qui seront impactées qui aujourd'hui n'étaient pas à risque. Donc ça, c'est vraiment avoir conscience de ce risque-là qui, encore une fois, va toucher tout le territoire.
Alors, il y a aussi la question de l'empreinte eau dont on entend parler de temps en temps. Donc, si l'un de vous veut réagir sur cette notion, c'est vrai qu'on parle beaucoup des prélèvements et des consommations qui sont à l'échelle nationale ou à l'échelle des bassins versants chez nous. Indirectement, on exporte de l'eau, on importe aussi de l'eau à travers ce qu'on consomme, hein, les produits alimentaires, les produits industriels. Comment on aborde cette question-là aussi? Et il y a des questions d'inégalité peut-être vis-à-vis d'autres pays, parce que eux aussi, avec le changement climatique, leur ressource en eau va évoluer. Donc comment on intègre aussi cette question-là dans nos réflexions? Ouais, si je peux commencer, je dirais qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'eau et le carbone à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme pour le carbone, on voit bien que dans nos activités quotidiennes, on ne se rend pas compte, mais on a tout plein d'activités qui émettent du carbone et que ça crée des problèmes pour la planète. Et bien, de la même façon, dans nos activités, dans nos consommations quotidiennes, il y a énormément de choses qui ont une empreinte eau, qui consomment de l'eau, et parfois qui consomment de l'eau dans des territoires qui sont tout à fait privés d'eau. L'exemple traditionnel, on va dire, c'est l'orange du Maroc, hein, qui a une très forte exportation. Voilà, mais je voulais juste signaler cette similitude entre ces petits gestes qui ont l'air anodins, mais qui finalement ont des impacts très forts. Et votre scénario de rupture, pour le coup, intègre un petit peu cette empreinte eau en décidant de renationaliser finalement la production, notamment des fruits. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et l'empreinte eau, oui, c'est important. Et vous avez parlé, Florence, aussi d'assèchement des têtes de bassin. Il y a une notion dont on parle aussi dans la gestion de l'eau, qui est la notion de solidarité amont-aval. Donc si l'un de vous trois veut revenir sur cette notion, expliquer un peu ce que c'est et puis comment on fait pour intégrer ça dans notre gestion de l'eau. Oui, alors effectivement, il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu étonnant, c'est que, par exemple, en zone de montagne, on a beaucoup d'eau qui coule et on va avoir des acteurs qui vont dire, voilà, moi, j'ai envie de développer une activité, j'ai besoin d'eau, et pourtant on me dit que c'est pas possible alors que j'ai beaucoup d'eau qui coule. Et oui, en fait, c'est toute la question de l'écoulement de l'eau de l'amont vers l'aval ou de l'aval vers l'amont, c'est-à-dire est-ce que l'aval a une priorité d'usage sur l'amont, est-ce que l'amont a une priorité d'usage sur l'aval? C'est très important et ça pose aussi la question qui nous est souvent venue, pourquoi toute cette eau gâchée vers la mer? Il faut bien avoir notion que l'eau, elle a donc évidemment un cycle naturel qui va vers la mer et qu'elle a énormément de conséquences jusque dans le niveau côtier et marin. Donc il est important que les rivières s'écoulent de l'amont à l'aval et que les usages de nouveau soient concertés entre l'amont et l'aval en préservant la biodiversité. Ça a l'air simple comme ça à dire, je sais que c'est compliqué, mais c'est pas parce que beaucoup d'eau coule à côté de chez vous qu'elle vous appartient. Finalement, c'est un petit peu ça l'idée. Ça reste un bien commun qui doit être partagé. C'est pareil au niveau international où il y a des grands enjeux effectivement entre des États qui sont en amont des fleuves et donc qui sont hydrodominants, on dit, et puis ceux qui sont en aval qui sont hydrodominés. Donc ça crée aussi des grandes tensions internationales. Je voulais juste rebondir sur l'empreinte eau, pardon, parce que du coup j'étais en train de tousser, excusez-moi. Sur l'empreinte eau, en fait, il y a un vrai enjeu, c'est vrai, de se rendre compte effectivement qu'on consomme de l'eau dans tout ce qu'on achète. En fait, il y a de l'eau qui a été intégrée pour le produire. Et ça pose des vraies questions de décompte de l'empreinte eau pour les activités économiques, qu'on puisse se rendre compte aussi que quand on achète un intrant à l'international, par exemple, qu'on va l'intégrer dans la production, et ben en fait, ça pèse dans l'empreinte eau du produit qu'on est en train de produire. Et souvent, les entreprises se concentrent essentiellement sur l'eau qu'elles vont puiser ou sur leur facture d'eau, mais ne décomptent pas bien l'empreinte eau de l'ensemble toute l'empreinte eau, en fait, toute l'eau qui a été utilisée dans leur produit. Et c'est pareil pour le consommateur. On ne se rend pas compte que quand on boit du café, par exemple, il y a une forte empreinte eau du café. C'est des dizaines de litres qui ont été utilisés d'eau pour une tasse de café. Et sur un jean, par exemple, ou sur des vêtements en coton, là aussi, on a dû arroser les champs de coton, souvent par irrigation, souvent dans des zones en stress hydrique où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc, on utilise beaucoup d'eau aussi quand on va consommer différents biens. Et là, il y a vraiment de la pédagogie à faire. Peut-être demain de la labellisation. On ne sait pas vraiment si c'est utile, mais de la même manière qu'on labellise les produits avec un Nutri-Score, par exemple, ou qu'on arrive à décompter l'empreinte carbone d'un produit, il faudrait ensuite qu'on soit en possibilité de décompter l'empreinte eau de différents produits de manière à sensibiliser aussi les consommateurs. Et dans le scénario de rupture que vous présentez, dans le changement de régime alimentaire, il y a cette idée d'empreinte eau. Si on consomme moins de viande, par exemple, on consomme aussi moins d'eau incorporée dans nos différents usages.
Merci Simon. Et peut-être Hélène, une dernière question sur le dessalement. On entend parler de cette solution parfois aussi comme une solution miracle. Est-ce que finalement avec le dessalement, ça va nous sauver la vie et puis on n'a pas à se poser de questions sur la quantité d'eau qu'on peut prélever ou consommer? Alors oui, en effet, nous, dans toutes nos interventions, la question sur le dessalement revient. Donc on voit bien qu'elle est vraiment au centre des préoccupations. Il y a deux types de gestion de l'eau. Il y a ce qu'on appelle la gestion par l'offre, c'est-à-dire qu'on va augmenter la quantité d'eau disponible, et le dessalement fait partie de ce type de solution. Et puis il y a la gestion par la demande, c'est-à-dire par l'aval. En fait, on va diminuer en fait notre demande pour s'adapter à la quantité d'eau disponible, tout en respectant bien sûr les besoins des écosystèmes, puisque l'eau n'est pas juste disponible pour nos activités humaines. Alors la question du dessalement, elle se pose, et on voit qu'il y a des pays en fait dans lesquels il y a peu d'eau qui développent ces techniques. Elle pose des questions en matière de consommation énergétique, parce que ce sont des techniques qui nécessitent énormément d'énergie. Elle pose des questions en matière d'écosystème, parce qu'elle s'accompagne d'un rejet de saumure, donc d'eau très chargée en sel. Et donc, on voit bien qu'autour des rejets de saumure, on a des écosystèmes marins qui sont très dégradés. Et enfin, elle pose une question, c'est qu'elle n'incite pas en fait à s'adapter au changement du cycle de l'eau, puisqu'elle nous fait croire en fait que l'eau serait disponible en quantité infinie. Merci à tous les trois. Avant de passer aux questions, est-ce que vous voulez simplement, vous avez une dernière réaction ou pas, ou est-ce qu'on laisse la main sur les questions en salle? Allez, alors on passe aux questions. Merci à vous. Vous nous avez adressé de nombreuses questions. Une première, donc, le gros levier pour être résilient face au stress hydrique à venir semble donc être une transformation profonde de notre agriculture. Donc la politique agricole commune en partie. Comment faire prendre en compte l'eau dans ces politiques publiques où les citoyens ou citoyennes pèsent peu face au monde agricole? Je sais pas, Hélène, si vous voulez réagir. Alors oui, c'est sûr qu'en matière de politique publique, on a un levier très important qui est la politique agricole commune, avec à peu près 8,9 milliards d'aides annuelles à destination du monde agricole. Et en plus, cette politique publique, dans sa dernière version, elle a un peu évolué, parce que maintenant, les États ont plus leur mot à dire avec les plans stratégiques nationaux. Et donc, on voit bien que les États peuvent réorienter une partie de ces aides, donc conditionner une partie de ces aides à la mise en place de pratiques qui permettent de limiter la demande en eau, à la mise en place de variétés peut-être moins gourmandes en eau. Donc voilà, il y a tout un tas de stratégies pour réduire la demande en eau d'irrigation qui pourraient être aidées, en tout cas par la politique agricole commune. On parle aussi beaucoup des paiements pour services environnementaux. Donc ce sont les pouvoirs publics qui aident les agriculteurs en compensant un manque à gagner lié, par exemple, on l'utilise par exemple pour la protection de la qualité de l'eau. On réduit l'utilisation de pesticides, on arrête d'utiliser des pesticides. Donc l'agriculteur permet de protéger la ressource en eau. Il a une diminution de ses rendements liée au passage, par exemple, en agriculture biologique. Et donc ce différentiel est compensé par des paiements pour services environnementaux. Donc on voit bien qu'on a des moyens d'accompagner la transition agroécologique. Il y a une question aussi qui nous parvient sur les prélèvements d'eau pour les data centers. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle et donc de la consommation énergétique associée. Il y a aussi derrière des prélèvements et des consommations d'eau. Est-ce qu'il y a un risque là-dessus aussi dans certaines zones pour l'accueil de ce type d'infrastructure? Effectivement, il y a beaucoup de data centers qui sont prévus. Donc certains se refroidissent directement avec de l'eau, mais pas tous. Et dans tous les cas, ils consomment tous beaucoup d'énergie. Là, on est vraiment sur une démarche qui est à l'opposé de la sobriété, clairement. Donc des data centers, pourquoi pas, mais pourquoi, en fait, de nouveau. Et je pense que ça repose la question un petit peu de notre monde. On va vraiment vers des situations difficiles. Vraiment difficile, beaucoup de chaleur, beaucoup de stress hydrique. En fait, voilà, c'est un choix collectif. Comment on s'organise pour vivre mieux ces périodes, pour laisser le temps à la biodiversité de s'adapter. Et on trouve des espèces de jouets technologiques qui vont pouvoir peut-être nous être utiles, mais alors
laissons-les à ces notions d'utilité et non pas à la notion de jouer, quoi. Voilà, moi, je resterai très sensible à ça. Aujourd'hui, je pense quand même qu'on dépasse largement le côté purement utile et du coup, on consommera énormément d'eau via l'énergie à minima pour ces data centers, ce qui mettra en risque des régions. Ouais. Ouais, sobriété numérique et hydrique vont de pair, hein. Ça c'est sûr, et on voit sur les data centers, ça consomme énormément d'eau. Là aussi, il y a des évolutions possibles, hein. Évidemment, faire en sorte que le refroidissement ne se fasse pas pour l'eau. Mais en fait, le refroidissement, c'est qu'un aspect des data centers. Il y a aussi justement toute l'eau qui a été utilisée pour produire les écrans qu'on va utiliser derrière et qui sont du coup aussi alimentés par les data centers. Et puis aussi tous les items en fait, qu'on va utiliser pour construire le data center. Donc on a une empreinte eau qui est extrêmement importante sur un data center. Et un data center a une durée de vie très longue. Donc là aussi, hein, c'est comme les infrastructures de l'eau, on va se projeter sur 60 ans. Il faut être bien sûr que quand on installe un data center quelque part, il y aura toujours de l'eau pour le refroidir. Et ensuite, ça va entraîner en plus derrière une consommation d'énergie. Et d'ailleurs, dans certains territoires, hein, pas forcément en France, mais on voit des data centers qui veulent se connecter directement aux centrales nucléaires, quand même, aux centrales électriques. Donc là aussi, hein, il faut vraiment faire attention quand on met en place ce type d'infrastructure. Alors souvent, on nous dit, mais oui, mais ça fait partie de la réindustrialisation, justement. Et en fait, on vient juste remplacer des anciennes industries par des nouvelles industries, mais quand même bien regarder en fait l'effet que ça peut avoir à long terme sur les ressources en eau. Ensuite, une autre question en ligne, peut-être pour vous, Simon, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la tragédie des communs et donc la notion de bien commun. Et donc, il y a une personne qui nous demande, donner un statut de personne morale à des entités de nature peut-il contribuer à mieux les prendre en compte dans la gouvernance de l'eau ? C'est une question qu'il faut prendre en tout cas très au sérieux et qui est prise au sérieux par les juristes. Effectivement, donner un statut juridique à un fleuve, c'est peut-être une manière de mieux défendre le fleuve, de mieux le respecter, puisque quelqu'un va vraiment défendre ses intérêts. Et notamment quand on parle de pollution, par exemple, ou de prélèvement, là, il y aurait une personnalité du coup qui va défendre les intérêts du fleuve. Après, ça pose la question de notre rapport à l'eau qui doit évoluer. On voit qu'il y a des initiatives citoyennes qui se développent autour d'ailleurs des principaux fleuves de France, mais ça montre aussi un changement de rapport à l'eau qu'on n'a peut-être pas encore. En fait, en France, on a quand même une vision de l'eau qui est utile pour les usages humains, et on n'a pas un rapport très particulier à la nature comme on peut l'avoir en Amérique latine, ou dans d'autres territoires. Et là où il y a eu des grandes évolutions sur la personnalité juridique des fleuves, c'est généralement quand il y a un aspect culturel qui est extrêmement fort, qui existe aussi en France, mais qui a été en tout cas tourné plutôt vers des usages industriels ou agricoles. Mais petit à petit, on voit qu'on récupère via les initiatives citoyennes ce rapport particulier à la nature d'une manière générale, qui va peut-être permettre de donner aussi plus de pouvoir aux décisions, à des décisions qui sont bonnes pour les écosystèmes. Florence, on a une autre question sur les eaux souterraines. Il y a quelqu'un qui nous dit, bon, vous évoquez la question des bassines et des retenues de substitution, et cette personne fait allusion aux nappes alluviales, donc, qui ont un rôle important en restituant en été l'eau qui est stockée en hiver. Est-ce que vous pouvez nous donner le rôle de ces nappes et dans quelle mesure ce fonctionnement peut être affecté justement par le changement climatique et l'oscillation entre trop d'eau et enfin parfois beaucoup d'eau et peu d'eau? Oui, alors les nappes alluviales, en général, ce sont les nappes d'accompagnement des rivières. Donc, elles sont souvent de taille réduite, mais on a de très grandes nappes alluviales. Donc, la plus grande en Europe, c'est la nappe alluviale du Rhin, voilà, qui est donc très connectée à la dynamique du fleuve. Donc, c'est pas forcément enfin, il peut y avoir beaucoup d'eau, mais il y a une réponse très rapide, contrairement à d'autres aquifères, enfin d'autres nappes qui peuvent avoir des temps de réponse beaucoup plus lents. Donc on peut s'attendre à ce que ces nappes alluviales finalement réagissent assez vite aux perturbations climatiques qui vont affecter les rivières, notamment par exemple pour le Rhin, hein, un changement saisonnier dû à la fonte des neiges plus précoce. Voilà, ce genre de dynamique. Et donc, c'est peut-être pas sur les nappes alluviales absolument qu'il faut se concentrer pour, disons, avoir un stockage qui saisonnier. Voilà. Cependant, par contre, les nappes alluviales, elles sont relativement poreuses. Et c'est souvent dans ces régions-là qu'on va essayer finalement de favoriser la recharge maîtrisée, on va dire, des aquifères. Voilà.
Et toujours sur la question des stockages, peut-être Hélène, il y a une question sur les aménagements de la Durance, donc le barrage de Serponçon notamment, l'aménagement du Verdon, qui permettent donc en aval ces stockages, l'agriculture, la génération d'énergie, les loisirs aussi, l'alimentation en eau potable, la protection contre les crues. Donc est-ce que c'est pas la preuve aussi que quand c'est bien géré, ces stockages, ça peut être la solution ? Comme le disait Florence, il y a des stockages qui existent, donc autant les utiliser et bien les utiliser, voire améliorer peut-être leur utilisation. Donc il y a des travaux en ce sens réalisés sur d'autres bassins versants. Ce qu'il y a, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est que par exemple sur la Durance, ça ne s'est pas fait sans heurts sur les écosystèmes, parce que c'est de l'eau qu'on a pris dans un bassin versant et qu'on a transféré là carrément dans un autre bassin versant. Donc c'est de l'eau qui ne reste pas dans le bassin versant d'origine. Donc ça a profondément modifier les écosystèmes. Là, de fait, ils sont modifiés, mais nous disons, voilà, si on construit de grandes infrastructures hydrauliques, elles vont forcément affecter les écosystèmes. Et puis, ces infrastructures hydrauliques, en cas d'hiver sec, en cas d'un manteau neigeux plus réduit, après la fonte des glaciers, par exemple, dans les Alpes, en fait, ils joueront moins leur rôle. En fait, ces systèmes hydrauliques fonctionnent parce qu'on avait de l'eau l'hiver, parce qu'on avait un manteau neigeux. Et donc, les effets du changement climatique vont entraîner une modification dans la gestion de ces ouvrages. Et on peut se poser la question, est-ce que ce type d'ouvrage sera encore aussi pertinent dans le futur? Et peut-être justement sur cette question de manteau neigeux que vous avez abordé toutes les deux, Florence et Hélène, comment est-ce que le changement climatique dans des zones de montagne type les Pyrénées ou les Alpes va altérer les débits des cours d'eau, notamment avec cet effet de fonte des glaces? Oui, alors malheureusement, on est déjà dans des régions où c'est surtout la neige qui alimente les rivières et pas vraiment les glaciers, même si en ce moment, la fonte des glaciers alimente les rivières. Demain, enfin, vous savez malheureusement qu'à la fin du siècle, on s'attend à avoir une disparition quasiment totale des glaciers en France. Donc évidemment, ils ne vont plus contribuer. Par contre, la neige, elle va rester un petit peu. Ça va être variable d'une année sur l'autre, mais on s'attend à ce qu'il y ait encore de la neige. Et ce à quoi on s'attend, c'est qu'elle va disparaître beaucoup plus tôt dans la saison, ce qui va finalement conduire à des périodes estivales où il n'y aura pas cet apport-là, donc des réductions beaucoup plus importantes. Ça va quand même jouer très fortement sur toute la dynamique de ces régions et donc effectivement à la fois sur le milieu aquatique, la biodiversité, mais aussi sur tous les usages, quoi. On a plusieurs questions aussi sur la réutilisation des eaux usées et est-ce que ça peut constituer une solution au problème, donc parmi les nombreuses solutions que vous avez déjà évoquées dans la première partie. Et donc quels sont les avantages et les inconvénients de procéder à ce type de solution de réutilisation des eaux usées? Est-ce que ça permet effectivement de diminuer prélèvement et consommation? Alors nous, dans notre travail, on a aussi intégré la réutilisation des eaux usées parce que ça faisait partie des solutions proposées. Alors, on a regardé la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple. J'ai une station d'épuration qui actuellement rejette dans un cours d'eau. Réutiliser les eaux traitées, c'est mon activité, par exemple, qui se situe en aval de sa station d'épuration. Au lieu de prélever dans la rivière en aval du rejet de la station d'épuration, elle va se connecter directement à la station d'épuration et donc l'eau ne va plus repasser au milieu. Donc ce n'est pas une diminution des prélèvements en fait, c'est juste que l'eau ne va plus repasser au milieu. Il y a diminution des prélèvements uniquement si je réutilise de l'eau usée de station d'épuration qui rejette en bord de mer. Et donc nous, dans notre scénario politique publique, on a multiplié par 10 la réutilisation des eaux usées traitées dans les bassins versants situés en bord de mer. Et en fait, là encore, c'est toujours une question d'ordre de grandeur. C'est que ça permet de pouvoir utiliser quelques centaines de milliers de mètres cubes, mais on n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur de la demande en eau qui peut atteindre le million de mètres cubes. Donc là encore, en fait, ça ne pourra pas être l'unique solution. Merci Hélène. Florence, vous voulez réagir? Oui, parce que juste pour dire, on parle aussi de réutilisation au sein des industries d'eau, de traitement, de process. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit qui se développe et qui a l'air de permettre de réelles économies de prélèvement. Donc sans doute, c'est des choses également à travailler.
Alors, il y a aussi plusieurs questions sur la question de la tarification. Simon, peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? On entend parler de tarification sociale, de tarification saisonnière, etc. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu de quoi on parle? Et est-ce que c'est aussi une solution pour réduire la pression sur la ressource et mieux envisager le changement climatique? Alors, oui, quand on parle de tarification progressive ou de tarification saisonnière, on parle souvent de tarification pour l'eau potable, là en l'occurrence, les usages domestiques, l'eau du robinet, pour faire simple. Alors, tarification progressive, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant à mettre en place, qui n'est pas forcément facile pour les collectivités parce que ça implique d'avoir un comptage par foyer de l'eau, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous avez des immeubles collectifs. Parfois, on compte la consommation, la consommation, oui, au niveau d'un étage ou d'un immeuble. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir des compteurs individuels par foyer, de manière à bien suivre la consommation. Puis la deuxième chose, c'est que ça peut avoir un effet anti-redistributif, puisque l'idée, c'est que plus je consomme, plus le prix unitaire de l'eau va augmenter. Et donc, une famille nombreuse qui est pauvre va consommer plus en moyenne qu'un célibataire qui est riche, par exemple. Je simplifie un peu, mais c'est pour bien comprendre l'effet anti-redistributif. Donc, quand on met en place des tarifications progressives, souvent, il faut neutraliser l'effet antisocial en mettant en place, par exemple, un chèque eau, donc en donnant une subvention aux ménages les plus pauvres, par exemple, de manière à ce que leur facture d'eau n'augmente pas. Mais quand on regarde la consommation, alors je regarde sur le cas de Dunkerque, par exemple, que j'avais étudié, effectivement, la mise en place du tarif progressif a permis de diminuer la consommation et surtout a permis de signaler aux individus qu'ils payaient l'eau. Parce que c'est assez flou pour beaucoup d'individus. Quand vous êtes en immeuble collectif, vous le payez dans les charges parfois, donc vous ne vous rendez pas compte du fait que vous payez l'eau du robinet. Et puis pour d'autres, la facture d'eau est parfois si peu élevée que finalement, elle n'est pas vraiment une contrainte, même si on se rend compte qu'on la paye. C'est pas quelque chose on n'a pas le prix de l'eau en tête. Là, on a des mécanismes de tarification saisonnière qui ont été mis en place, notamment dans la métropole de Toulouse, avec un tarif qui est différent en été, parce que c'est la saison sèche, donc un tarif plus élevé en été qu'en hiver, où on est sur une saison abondante en eau. Et donc ça permet effectivement, là encore une fois, de sensibiliser. C'est trop tôt pour mesurer l'effet vraiment sur la consommation, mais au moins ça sensibilise à la rareté de l'eau et au fait que ça soit aussi un actif saisonnier. Et peut-être pour rebondir dessus, notamment sur la tarification saisonnière, il y a des questions qui nous sont adressées sur la question des piscines individuelles dans certaines régions. On sait que dans le sud de la France, il y a certaines régions où il y a des piscines dans quasiment toutes les maisons. La question du tourisme, du coup, aussi, dans certaines régions, alors que ce n'est pas forcément les régions qui disposent le plus de ressources pendant la période estivale. Et la question des forages privés aussi. Est-ce que l'un ou l'une de vous veut réagir sur ces questions? Oui, eh ben moi je rebondis notamment sur les forages privés inconnus, parce que finalement on fait beaucoup d'efforts à quantifier l'eau potable au robinet, effectivement, et c'est important, mais on a quand même toute une partie de la consommation en eau qui est pas du tout contrôlée, parfois juste déclarée, et c'est quand même des inconnues importantes. Ce que l'on sait, c'est que pour atteindre la sobriété, il faut connaître les prélèvements. Ça ne passe que par ça. Il n'y a pas moyen de réduire quelque chose dont on ne connaît pas quel est le point initial. Donc il faut absolument que l'on sache, chacun sache ce qu'il consomme, et quand il le consomme, c'est aussi important. Voilà. Alors les piscines, effectivement, il y a, les consommations d'eau entre le nord et le sud de la France varient beaucoup. C'est lié à la température, mais c'est aussi lié au fait que pour se rafraîchir, les gens finalement investissent dans des piscines. Donc clairement, voilà, il y a un enjeu. On ne peut pas vivre dans un milieu relativement aride et consommer beaucoup plus d'eau. Forcément, il y a un moment où ça ne va pas bien se passer. Et puis, ce qu'on peut se dire aussi, c'est là aussi, on peut voir malheureusement que dans certaines villes, on a dû fermer les piscines municipales au détriment finalement de la multiplication de piscines collectives, avec une série de causes à effet. Et peut-être que c'est de ce genre d'éléments aussi à repenser. Et dernier point, oui, le tourisme, il faut repenser le tourisme, l'habitation. Il y a déjà des villes qui ont limité leur permis de construire à la disponibilité de la ressource en eau. C'est relativement sage. Et donc on ne peut qu'appuyer ce genre de démarche.
Je rebondis juste, mais sur un élément important sur le tourisme. Un touriste consomme en moyenne beaucoup plus d'eau qu'un habitant. Parce que quand vous êtes touriste, vous allez vous baigner, vous prenez plus de douches, vous vous détendez aussi, donc vous avez tendance à faire beaucoup moins attention. Et ça, souvent sans le savoir, en fait. Enfin, les touristes qui arrivent dans une commune ne savent pas, par exemple, qu'il y a un arrêté sécheresse. Donc là aussi, il y a un problème de communication. Mais effectivement, le tourisme, c'est un élément important à prendre en compte pour des territoires en tension. Et c'est là aussi où la tarification saisonnière est importante, parce que l'idée, c'était aussi de récupérer un peu plus d'argent sur le tourisme, qui crée aussi une extension de l'infrastructure liée à l'eau. Donc les réseaux, les villes touristiques ont des réseaux d'eau qui sont surdimensionnés parce qu'il faut faire face à l'afflux de touristes en été, par exemple. On a aussi des questions sur donc évidemment la consommation d'eau dans l'agriculture et comment la réduire. Alors il y a notamment une question qui nous a posée sur l'utilisation des OGM pour réduire cet usage, mais globalement ça pose quand même la question aussi des solutions pour l'agriculture, donc de l'efficience technique, donc des solutions plutôt techniques pour réduire l'eau d'irrigation. Et peut-être Hélène, donc si vous voulez réagir et nous indiquer ce que représente l'agriculture irriguée par rapport au reste de l'agriculture, je sais pas, en termes de surface ou de volume d'eau, pour qu'on ait une idée. Alors en France, on a majoritairement de l'agriculture pluviale, donc sans irrigation. Donc c'est seulement 10% des surfaces qui sont irriguées en France. C'est seulement 10% des surfaces, mais c'est 3,5 milliards de mètres cubes prélevés et consommés, puisque pratiquement toute l'eau prélevée pour l'irrigation est consommée, donc ce qui n'est pas négligeable. Ce qu'on voit, c'est que dans le futur, nous, on a modélisé la demande en eau d'irrigation, et sous l'effet combiné d'une part d'une baisse des précipitations certaines années en période estivale et d'autre part d'une augmentation de la transpiration des plantes, on va avoir une demande en eau d'irrigation qui va augmenter. Et donc ça, on peut réduire cette demande en eau d'irrigation en activant plusieurs leviers. Donc par exemple, alors il y a la question des OGM, mais en fait je l'élargirai, c'est la question plutôt des variétés. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des variétés plus robustes qui certes ont des rendements moindres, mais qui peuvent faire face à des épisodes de sécheresse? Donc il va falloir se poser la question sur quelle culture, à quel endroit et quelle variété ensuite je vais utiliser sur ces surfaces. Ensuite, il y a la question, comme je l'évoquais, de l'équipement en matériel d'irrigation, parce que c'est seulement 10% des surfaces qui sont irriguées en France, mais avec des croissances très importantes. Par exemple, on a entre 2010 et 2020, dans le nord de la France, on a une augmentation de 60% de l'irrigation. Et pourquoi? Pour irriguer de la pomme de terre, pour produire de la pomme de terre calibrée qui va alimenter l'industrie agroalimentaire. Donc là, on peut s'interroger sur l'augmentation de l'irrigation. On a un doublement de l'irrigation des vignes dans le Languedoc. Donc la vigne, on peut s'imaginer que c'est une culture qui n'a pas forcément besoin d'irrigation parce que ça a une racine pivot qui va très profond, et donc normalement c'est une plante méditerranéenne. Ce qu'il y a, c'est qu'on a planté des cépages qui étaient plus adaptés à la demande du marché, qui étaient plutôt des cépages qu'on trouvait en Bourgogne, et donc qui ne sont pas du tout adaptés à un climat méditerranéen, et pour avoir un rendement important, on va les irriguer. Donc voilà, il faut repenser qu'est-ce qu'on met à quel endroit, pour faire quoi? Est-ce que c'est de la culture alimentaire ou est-ce que c'est pas de la culture alimentaire? Je parlais aussi des pratiques agroécologiques qui permettent de stocker plus d'eau dans le sol. Donc c'est par exemple avoir un sol avec plus de matière organique, un sol qui fonctionne mieux. C'est un sol qui va mieux stocker l'eau. Et donc, comme l'eau va être davantage stockée dans le sol, la plante va utiliser cette eau dans le sol et on aura donc une demande en eau d'irrigation qui sera moindre. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle non plus pour le modèle agricole, mais qu'il va falloir activer tout un tas de leviers et en tout cas repenser le modèle agricole global. On a beaucoup parlé d'agriculture, évidemment, parce que c'est une activité qui consomme beaucoup d'eau, et surtout en été. Il y a des questions qui nous parviennent sur l'eau qui est nécessaire pour refroidir les centrales nucléaires. Si on peut en dire un mot, est-ce que la personne pose notamment la question de savoir si la totalité de l'eau qui est prélevée est restituée au milieu, donc finalement une consommation faible. Voilà, alors je crois qu'Hélène, vous l'avez rappelé en intro, mais peut-être rappeler prélèvement et consommation, quelle est la part de l'agriculture et de l'énergie dans les prélèvements et dans les consommations totaux pour la France?
Alors sur les centrales nucléaires, en effet, les vieilles centrales nucléaires qui ont des circuits de refroidissement ouverts, elles restituent la quasi-totalité de l'eau qui est prélevée. Elles la restituent, mais avec des températures plus élevées. Donc ce n'est pas sans effet sur le milieu. Donc ce n'est pas parce qu'un prélèvement est restitué qu'il ne pose pas problème. Les centrales les plus récentes sont en circuit de refroidissement fermé, et donc elles prélèvent jusqu'à 20 fois moins d'eau qu'une centrale à circuit de refroidissement ouvert. Mais la différence, c'est qu'elles vont consommer à peu près un quart de l'eau qui est prélevée. C'est les tours qu'on voit dans le paysage, les tours aéro-réfrigérantes. Et donc là aussi, on a une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de l'eau, mais qui s'accompagne certes d'une diminution des prélèvements, mais d'une augmentation des consommations. Donc actuellement, le secteur qui prélève majoritairement, c'est l'énergie, avec 50% dédiés au refroidissement des centrales nucléaires, tandis que le secteur qui consomme majoritairement, ce n'est pas l'énergie, puisque l'énergie en rejette une grande partie, c'est l'agriculture, avec plus de 60% des consommations. Ce qu'on voit dans le futur, c'est que la part de l'agriculture dans les prélèvements risque d'augmenter si on ne change pas le modèle agricole. Et donc, dans le futur, nous, on voit que l'agriculture, elle pourrait devenir le secteur majoritaire en matière de prélèvement, donc à peu près au même niveau, voire un peu plus que le secteur énergétique. Donc 35% des prélèvements pour l'agriculture dans le futur. Donc on voit bien là l'effet du climat qui pourrait changer le poids des différents secteurs dans les prélèvements et les consommations. Oui, juste pour compléter, je crois qu'aujourd'hui, la centrale nucléaire de Golfech est arrêtée à cause des températures excessives du fleuve. Donc on voit aussi là le lien changement climatique et production d'énergie. Et je voulais aussi faire un petit focus sur la connexion qu'il y a entre production agricole, énergie, le fameux et eau, donc le nexus eau, énergie et climat et alimentation. Et donc, il me semble que la production agricole en France, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, et à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, il me semble que c'est 30% de l'électricité, voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire que de toute façon, tout ça, c'est lié, et que le prix de l'électricité, de toute façon, c'est un coût aussi pour les agriculteurs, quoi. Voilà. Merci Hélène, merci Florence. Il y a aussi une question sur, c'est vrai que dans le cadre de la décarbonation et de la lutte contre le réchauffement climatique, on parle beaucoup des solutions nouvelles, donc les véhicules électriques, de l'électrification massive des usages, et donc du besoin en lithium, en cuivre, etc. On voit qu'il y a des projets qui naissent en France parce qu'on est doté justement de ressources en lithium. Est-ce que ces mines, ces carrières, ça pose aussi une question vis-à-vis de la gestion de l'eau et donc de la ressource en eau ? Clairement, toutes les mines, toutes les carrières ont un impact sur l'eau et ont besoin d'eau en général pour fonctionner. Donc là, il y a une évidence. Aujourd'hui, on importe ces produits de région, donc on a fait cette fameuse empreinte eau, clairement. Moi, je vais m'arrêter là. C'est un effet effectivement sur la quantité d'eau, et ce sont des produits qu'on importe, donc si on commence à les produire sur le territoire, ça va augmenter les prélèvements et la consommation d'eau. Et puis c'est un effet sur la qualité aussi, évidemment, parce que ce sont des activités qui nécessitent, qui entraînent en fait une certaine pollution de l'eau, et qui vont renforcer très certainement les conflits d'usage si on veut les développer sur notre territoire. Mais partout où on produit effectivement du lithium, etc., c'est un effet à la fois sur la quantité, sur la qualité, sur les conflits. Ça pose quand même la question aussi du développement de ce type d'activité, notamment dans des territoires en stress hydrique. Merci Simon. Et peut-être une dernière question pour vous. Vous parliez des questions tout à l'heure de transparence, de comment on inclut les citoyens. Justement, il y a une question en ligne donc, sur la présence des usagers dans les instances de l'eau, en disant que actuellement cela reste opaque et que c'est compliqué de débusquer des documents et que c'est parfois complexe d'aller éplucher ces documents. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la situation, la transparence vis-à-vis des usagers, mais surtout des citoyens, et peut-être sur la situation actuelle, comment est-ce que les différentes professions ou les différents usagers sont représentés dans les différentes instances ? Oui, alors je crois que c'est assez transparent en France, quand même. Quand vous allez sur le site des agences de l'eau, vous voyez la composition des comités de bassin. Vous
voyez les représentants, même les noms des représentants des différentes parties. Donc, dans la composition, il y a des élus locaux, hein, des élus de tout niveau en fait, de collectivités locales, des représentants de l'État, des représentants des différents usagers. Et l'usager en fait domestique peut être représenté aussi via ces élus en fait, hein, ces élus locaux. Mais il y a une nécessité de renforcer la gouvernance et de reconnecter aux citoyens. Ça c'est sûr, hein, aux citoyens usagers. Ça se fait dans certains services publics de l'eau. Donc dans certaines intercommunalités qui, par exemple, maintenant consultent les citoyens autour de leurs services d'eau sur les questions de tarification, hein, par exemple progressive ou saisonnière. Ça se fait aussi à différents niveaux de collectivité. On voit des départements, par exemple, qui n'ont pas vraiment un rôle dans la politique de l'eau, mais qui consultent leurs citoyens sur différents types d'infrastructures ou différents usages de l'eau, hein, parce qu'ils ont aussi un rôle d'élu à jouer. Mais en tout cas, il y a une gouvernance à réinventer, effectivement, pour faire en sorte que les citoyens soient mieux entendus. Et on ne peut pas se cacher derrière le fait que, non, en fait, il y a déjà des élus et les élus sont élus par les citoyens. Je pense qu'à un moment, il faut aussi se reconnecter directement aux citoyens pour penser l'évolution de la politique de l'eau au niveau d'un territoire, et ça vaut à tous les niveaux de gouvernance. Merci Simon et merci à tous les trois. Nous arrivons maintenant à la fin de cette webconférence. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et qui nous ont adressé les questions. Je vous rappelle que les volets de l'étude qui a été publiée par le Haut Commissariat à la stratégie et au plan est disponible en ligne sur le site du Haut Commissariat. Je voudrais juste remercier Michel Gaillard, Clémentine Negro, Justine Zimmermann, Nicolas Dumont et Nicolas Moreau pour leur accompagnement dans la préparation de cette webconférence. Maxime Gérardin qui est en coulisses et l'ensemble des équipes techniques pour la réalisation. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci de nous avoir suivis.